Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode dans lequel on va parler de distraction. Comme tu dois le savoir, l'ennemi numéro un de la concentration n'est autre que la distraction. Oui, oui, c'est cette petite chose qui s'immisce dans les moindres recoins de nos vies. Oui, malheureusement. Ce qui diminue grandement nos chances de travailler efficacement. Mais bon, voyons ce que nous pouvons faire. Déjà, pourquoi sommes-nous distraits? Sache que c'est totalement normal d'être distrait lorsque tu entends un bruit, des pas, les chants des oiseaux, un lapin qui sort du buisson, etc., etc., etc. Il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est qu'au cours des 10, voire des 20 dernières années, la principale source de distraction n'est plus le monde qui nous entoure, comme ça l'était auparavant. Je veux dire tout ce qui était le vent, les voitures, les animaux, etc. Mais des distractions virtuelles ou digitales que nous trouvons partout et tout le temps. Quand nous sommes aux toilettes, quand nous sommes dans notre douche, quand nous sommes devant notre télé. Et en plus, le pire, c'est que on les multiplie. Parce que tu peux très bien regarder ta télé en regardant ton ordinateur, en regardant ton téléphone. Et c'est ce qui fait un espèce de petit combo machiavélique qui t'empêche de bien te concentrer. D'ailleurs, comme l'explique Carl Newport, je sais pas si on dit ça comme ça, Newport? Oui, je crois, bon, bref. Comme l'explique Carl Newport dans son livre Deep Work. D'ailleurs, si tu ne l'as pas lu, je t'invite grandement à le faire. C'est une vraie pépite, simple, mais une vraie pépite. En gros, il dit que se concentrer pleinement, c'est l'une des tâches les plus difficiles, mais une tâche aussi qui est très 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 nécessaire, car nous avons besoin d'être concentrés pour tout simplement trouver les solutions aux problèmes. Et plus on avance dans le temps, tous ces problèmes sont de plus en plus grands et surtout de plus en plus complexes, donc plus difficiles à résoudre, donc on a besoin d'encore plus de concentration. Parlons un peu des réseaux sociaux. Tu sais, cette magnifique invention qui nous divertit et nous vole la moindre petite seconde. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que Facebook, Google, Instagram, etc., etc., ne te vendent pas des produits, ni leurs services d'ailleurs. Parce que après tout, la majorité de leurs services sont gratuits, comme Google Traduction, Google Documents, etc., etc. En réalité, le produit, c'est toi et moi. Nous sommes le produit que Facebook ou encore Google vendent à leurs clients. Clients qui sont des entreprises de toute forme et de toute taille, qui prennent tout simplement nos données volontiers de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, quand est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, etc., etc. Dans quel but, tu me diras? Allez, vas-y, creuse un peu, je suis sûre que tu le sais. Oui, oui, voilà, c'est ça. Tout simplement pour nous proposer des annonces personnalisées. Tu sais, ces petites fenêtres super chiantes qui polluent tes yeux à longueur de journée. D'ailleurs, on parle souvent de pollution atmosphérique, etc. Mais on parle rarement de celle de nos yeux, tu vois, la pollution visuelle. Et pourtant, je trouve que plus on avance et plus cette pollution, comment dire, se propage, disons ça comme ça. Mais bon, je m'emporte un peu. Donc, en gros, l'objectif principal de Facebook, Google, etc., c'est de prospérer et de capturer autant de temps et d'attention que possible. Pour deux raisons. La première, temps et plus d'attention de notre part signifie tout simplement qu'ils auront un plus grand ensemble de données de meilleure qualité sur nous, ce qui signifie une publicité exactement plus pertinente. Deuxième chose, plus on passe du temps et plus notre attention est portée sur Google, sur Instagram, sur toutes ces choses-là, ça signifie aussi qu'on va passer plus de temps à regarder cette publicité qui a été créée personnellement pour nous. Ouais, je sais, dit comme ça paraît un peu complotiste et tout, mais non, t'inquiète, je vais pas te parler d'Illuminati ou de choses du genre, ce n'est vraiment pas mon truc. Mais bon, c'est une réalité. Donc, je t'invite à la prendre comme telle, parce que, en soi, c'est positif et négatif. Tout dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est de vendre, le fait de recueillir des données sur les personnes pour que tes pubs soient personnalisées, c'est super. Par contre, si ton objectif, c'est d'être concentré, d'éviter toute pollution visuelle, c'est négatif. Donc voilà, tout est relatif, hein, c'est comme tout. Maintenant qu'on a compris ça, normalement, c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi Google met en place des innovations tout le temps, 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 pour soi-disant faciliter notre vie. Un petit exemple, pourquoi penses-tu que Google veut construire une voiture autonome? Vas-y, je te laisse réfléchir un peu. Voilà, bingo, c'est ça. Tout simplement
parce que ça permettrait de libérer des milliards d'heures chaque année que nous gaspillons, entre guillemets bien évidemment, à garder nos yeux sur la route tout simplement pour ne pas mourir en fait, tout simplement. Ce qui signifierait beaucoup plus de temps passé sur les produits de Google. Et oui, bien évidemment. Allez, un autre exemple pour voir si tu as bien compris. Pourquoi penses-tu... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Facebook, allez. Facebook et Instagram. Pourquoi penses-tu que Facebook et Instagram et autres réseaux sociaux essayent d'obtenir autant de personnes que possible en ligne ? Si tu croyais que c'était pour former une communauté où on s'entraiderait tous en échangeant nos tips, nos expériences, t'es complètement dans l'erreur. Certes, sur les réseaux sociaux, tu peux trouver des vidéos, des textes, des livres, des idées, te faire des amis, te faire un réseau, etc., etc., etc. Mais tu trouves aussi énormément de publicité. Heureusement, nous sommes des êtres rationnels, dotés de volonté, donc normalement, il suffirait d'un peu de volonté pour éviter ces tentations, n'est-ce pas ? Sauf que oui et non, en fait. Parce que, comme tu dois le savoir, ta volonté n'est pas infinie. Malheureusement, c'est une vérité. En fait, si tu veux, ta volonté, c'est un peu comme une jauge qui est à 100% à ton réveil et qui diminue tout simplement au fil de ta journée. Plus tu fais des choix qui sont difficiles, ou plus tu fais tout simplement un choix, tu dois utiliser ta volonté pour choisir soit le choix A ou B. Donc, ça l'épuise à un moment. En plus, compter seulement sur cette ressource qu'est la volonté serait sous-estimer notre adversaire. Les réseaux sociaux sont conçus par des personnes extrêmement qualifiés, des neurologues, des ingénieurs, des marketeurs et j'en passe, qui ont pour seul but d'utiliser leur savoir pour te motiver à passer toujours plus de temps sur leur plateforme. Donc, si tu as une volonté de faire comme Monkey D. Luffy dans One Piece, ok, cool, tant mieux, franchement, je te dis super, ça sert à rien que tu regardes ce podcast, je ne pourrais rien t'apprendre, je pourrais pas t'aider, tu es déjà un super héros, franchement, pars. Par contre, si tu es comme moi, et comme la plupart des personnes, une petite aide serait la bienvenue, n'est-ce pas ? Ah oui, une autre chose aussi qui est super importante, que j'ai pas pensé à dire, c'est que plus tu passes du temps sur les réseaux sociaux, plus ce temps, au fil du temps, ça fait beaucoup de temps mais bon, augmentera. C'est comme ça que tu te retrouves à passer 4 heures sur Instagram, à regarder les feeds d'un tel ou je ne sais pas quel influenceur ou influenceuse, sans y réfléchir. Et ça, c'est un vrai problème. Peut-être que tu peux te dire, ok d'accord Sandy, c'est cool ça, mais en soi les réseaux sociaux c'est quand même bien, je veux dire, il y a des avantages et des inconvénients. Mais oui, donc est-ce que je te conseillerais de bannir les réseaux sociaux ? Non, pas vraiment. Sincèrement, je trouve que ce serait bête d'ailleurs de te priver d'un outil, parce que pour moi les réseaux sociaux c'est un outil, et comme tout outil ça dépend de l'utilisation que tu en fais, donc non. Je pense qu'il faut juste connaître les règles du jeu, tu vois, que pour pouvoir accéder à cet outil qui t'apporte des avantages et des inconvénients, il faut tout simplement que tu sois, prêt à accepter ces inconvénients, dont la publicité, dont peut-être la perte de temps, donc être un peu plus vigilant, à mettre des logiciels pour que, par exemple, je sais pas, au bout d'une heure, tu ne puisses plus aller sur Instagram ou YouTube, que sais-je. Voilà, tout simplement faire un choix conscient, en tout cas. Comme tu l'auras compris, notre attention est super importante. Mais ce n'est pas tout. Je crois sincèrement que nous sommes ce à quoi nous faisons attention. Pourquoi je te parle de ça ? Alors, comme tu l'auras compris, notre attention est super importante. Mais ce n'est pas tout. Certes, elle est importante pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, mais je crois, en tout cas, ce n'est que mon avis, que nous sommes ce à quoi nous faisons attention. En tout cas, dans une certaine mesure. Parce que ce qui est incroyable, c'est que par rapport à... Parce que ce qui est incroyable, c'est que ce qui est incroyable avec l'attention, c'est que elle façonne en fait d'une certaine manière nos expériences et donc forcément nos expériences de vie en fait. Je m'explique.
Peut-être que à un moment de ta vie, tu as eu des rêves ou des aspirations. Peut-être que tu voulais, je sais pas moi, un plus gros salaire, plus de connaissances, faire le tour du monde. Et puis vient le jour où, ben, super, tu réalises tous ces rêves et tout, tu as coché toutes les cases et pourtant, ton bonheur n'a pas augmenté. En tout cas, peut-être qu'il a augmenté sur le coup, mais ensuite, ben, t'es revenu un peu à la case départ. Et c'est un peu bizarre. Parce que on pourrait penser le contraire, tu vois. On pourrait penser que, ben, plus tu atteins tes rêves, plus, normalement, tu devrais être heureux. Sauf que non, à cause de l'adaptation hédonique, qui est tout simplement, en fait, la raison pour laquelle on reste constamment insatisfait, peu importe combien nous avançons dans nos objectifs. D'ailleurs, tu sais quoi, pour être plus simple, je vais te lire la définition de Wikipédia. Donc, de petites minutes. Donc, selon Wikipédia, l'adaptation hédonique est une tendance observée chez les humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d'événements positifs ou négatifs majeurs ou de changements importants dans leur vie. Donc voilà, c'était la définition d'adaptation hédonique. Mais pourquoi avons-nous cette tendance? Ça, c'est la bonne question. Eh bien, en fait, si tu veux, c'est simple. Pour la plupart d'entre nous, nous arrêtons malheureusement de prêter attention aux choses que nous avons déjà. Et nous cessons de nous sentir heureux, tu vois, de nous sentir chanceux d'avoir ce qu'on a déjà. Ce qui fait que forcément, on va se concentrer sur tout ce qu'on n'a pas ou tout ce qu'on voudrait avoir. En fait, si tu veux, c'est un peu comme un enfant qui comment dire, on va pas te dire te saoule, parce que c'est un peu familier, on va dire, qui t'embête, voilà, c'est un peu plus tempéré, qui t'embête toute l'année avec un jouet, ok? Un jouet. Et à Noël, tu lui offres ce jouet. Et lorsqu'il l'a, il va être super heureux pendant quoi? Allez, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines au plus, allez. Jusqu'au jour où il s'en lasse et son bonheur revient littéralement au point de départ. Et il pose de nouveau son attention sur d'autres jouets qui passent à la télévision, par exemple. Et la boucle recommence. En fait, c'est un peu comme un hamster qui devrait continuer à marcher continuellement, à marcher ou courir, je sais pas trop, bon, on va dire à courir, pour maintenir son niveau de bonheur. Après, désirer avoir plus, désirer avoir mieux, c'est totalement normal. Franchement, il n'y a rien de mal à ça. Par contre, je pense, ce qu'on devrait faire plus souvent, c'est de pratiquer la gratitude pour justement peut-être éviter d'avoir, comment dire, ce fossé entre ah oui, je voulais ça, c'est bon, je l'ai eu, je suis trop content ou contente. Et après, bon, ben, ouais, c'est bon, mais je l'ai en fait. Maintenant, je l'ai, ça m'intéresse plus. Alors que si on pratiquait un peu plus la gratitude et qu'on était reconnaissant de ce qu'on a déjà, eh ben, je pense que, je sais pas s'il y aurait toujours cette adaptation, mais je pense que l'effet serait un peu réduit, je pense. Mais bon, ce n'est qu'une proposition. Après, lorsqu'on parle de désir, tout ça, bien évidemment, pour pouvoir désirer quelque chose, il faut l'avoir vu, ou du moins, pour pouvoir désirer quelque chose, il faut déjà faire une comparaison avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, et il faut forcément aussi voir cette chose-là. Et, comme je le disais avant, notre environnement est bombardé de pubs, bombardé d'images qui nous montrent simplement des vies parfaites. Par exemple, si on prend l'exemple d'Instagram, qui, je le trouve, qui concentre un peu de tout ça, hein, le problème, c'est que quand tu vas sur Instagram, par exemple, tu vas voir ces photos parfaites, tu vois... oui, voilà, en fait, tout est parfait. La personne est lisse, même le ciel te paraît idyllique, tout. Et malheureusement aussi, ce qu'on oublie, c'est que déjà, d'une, les photos sont prises dans un moment spécial. De deux, les photos sont en général retouchées. Et de trois, excuse-moi, sur Instagram, il me semble que personne ne montre sa tête quand il a une tête, comment dire, une tête au réveil, on va dire ça comme ça. À part, parce que je t'entends déjà venir, tu vas venir m'agripper le cou. À part si c'est pour faire passer un message, etc. Mais en général, après, la photo suivante est une photo bien make-upée, etc. Et la question c'est,
la question que je pense qu'il faudrait qu'on se pose, c'est pourquoi sommes-nous attirés par ce type de contenu, ce type de contenu qui justement nourrit nos désirs, Ben, tout simplement parce qu'en fait, on aime ce qui est beau, déjà, rien que ça. On aime ce qu'on n'a pas, tout simplement. Et on aime aussi regarder quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quand je dis sortir de l'ordinaire, en tout cas, sort de notre ordinaire. Et là, peut-être que oui, tu vas me dire, non, mais Sandy, regarde, quand tu vas sur YouTube, par exemple, les vidéos... comment ça s'appelle là Study With Me, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Les vidéos où tu vois les gens qui sont en train d'étudier pendant 10 heures en soi, ben, tout le monde étudie. Effectivement, tout le monde étudie, mais je pense pas que tout le monde étudie pendant 10 heures, tu vois. Donc déjà, tu regardes quelque chose qui n'est pas habituel chez toi. En tout cas, moi, pour ma part, je ne sais pas étudier pendant 10 heures, peut-être 1 heure, 2 heures, allez, 3 heures, grand max. Mais 10 heures, c'est quand même, je vais pas dire un exploit non plus, mais quand même un peu, ça sort de l'ordinaire. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour te déprimer ou pour te dire que les réseaux sociaux c'est pas bien, que avoir des désirs c'est pas bien. Loin de là, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'expliquais juste comment fonctionnait entre guillemets cette adaptation et pourquoi on a ce retour à la case départ même quand on atteint nos objectifs ou nos désirs et qu'on est là et qu'on se dit tout simplement ouais bon c'est bon, j'avais ça. Non pardon, ouais c'est bon, je voulais ça, maintenant je l'ai et ça m'intéresse plus quoi. Donc maintenant que je t'ai bien déprimée, il serait peut-être temps de passer à la solution, non? Parce que en soi, nous sommes ici pour passer à l'action, pour avancer, donc avançons. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un concept qui s'appelle la machine de Daemonia. Alors, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, si ça se prononce pas comme ça, tu m'excuseras. Et en fait, si tu veux, c'est une manière d'arranger ton environnement de travail, tout simplement pour favoriser ta concentration et donc le travail en profondeur. Et donc, si tu veux, ce concept, cette méthode est séparée en 5 sections ou en 5 lieux. Je préfère dire 5 lieux parce que je trouve que c'est plus visuel. Enfin bref, tu verras. La première section ou le premier lieu, c'est ce qu'on appelle la galerie, qui est tout simplement en fait l'endroit où tu vas voir des exemples de réalisation de travaux finis, tout simplement dans le but de t'inspirer et de te motiver. Ensuite, tu as le deuxième lieu, qui sera le salon, qui est essentiellement là pour traîner, profiter, prendre un thé avec les autres, papoter, etc. Je pense que tu vois... D'ailleurs, je trouve que déjà le nom salon, c'est assez imagé. Ensuite, tu as la bibliothèque, qui est un endroit calme, où tu auras tout simplement toutes les références nécessaires à ton travail, toutes les références dont tu as besoin. Et c'est un endroit où tu vas... Et c'est un endroit pour recueillir des recherches et réfléchir. Ensuite, tu as le bureau, qui est un espace de travail collaboratif. Donc, ça va être pour tout ce qui est réunion, collaboration, etc., etc. Et ensuite, tu as les chambres, qui est là, en fait, qui est une salle ou un endroit, peu importe, où tu vas faire un travail profond. Et là, tu seras totalement isolé. Et il y aura forcément zéro distraction. Donc, en gros, pour résumer, tu as 5 lieux. Le salon, qui est en gros l'espace collaboratif. La bibliothèque, qui est là pour que tout simplement tu fasses une enquête, pour que tu puisses... où tu peux trouver toutes les ressources dont tu as besoin. Ensuite, l'espace de bureau, qui est pour les travaux superficiels. Tu as la chambre, qui est pour le travail en profondeur. Ah oui, et j'ai oublié la galerie, qui est là pour l'inspiration. Donc, je pense que tu l'as remarqué, ou que tu l'as compris, cette méthode a été mise en place de base pour des startups, pour des bureaux. Quand je parle bureau, je parle pour des entreprises, pas forcément pour le bureau qui est dans ta chambre ou des choses du genre. Mais ce n'est pas pourtant que tu ne peux pas l'adapter à ton espace de travail. Prenons un exemple, ma chambre. En fait, si tu veux, tu peux l'imaginer comme ça. On pourrait dire que le salon pourrait être un pan de mur, tu vois, par exemple en face de ta porte. Tout simplement comme ça, dès que tu rentres, tu es inspiré par toutes ces choses que tu as déjà faites, par ces travaux finis, et j'en passe. Ensuite, tu aurais un espace
Donc la bibliothèque qui pourrait tout simplement être ta bibliothèque. Oui, je sais, c'est pas très recherché, mais bon, ça fonctionne. Ensuite, tu aurais l'espace de bureau qui pourrait être, je sais pas, par exemple le centre de la pièce où se trouve un tapis, un pouf et pourquoi pas une table basse. Et enfin, la chambre serait tout simplement un bureau qui prendrait tout un pan de mur, tu vois, et qui donnerait dos en fait à tout le reste de la pièce avec aucun dessin, aucune affiche sur le mur, vraiment rien. En fait, il faut vraiment qu'il y ait aucune distraction. Et donc, sur ce bureau, si tu as besoin d'un ordinateur, forcément un ordinateur, un stylo 4 couleurs, voilà, et les documents qui te sont nécessaires. Tu vois, c'est vraiment minimaliste. Voilà, bon, je sais pas si c'est assez clair, parce que je peux pas trop t'imager ça, mais bon, j'espère que tu as pu un peu visualiser ça. Et après, là, j'ai pris l'exemple d'une pièce, mais tu peux tout simplement aussi le faire avec ta maison, et là, c'est beaucoup plus simple. On arrive déjà à la fin de ce podcast, donc n'hésite pas à me partager ton avis, tes remarques et tes commentaires. D'ailleurs, je te remercie d'avoir écouté ce podcast, et je te dis à plus dans un nouvel épisode. Et ah oui, d'ailleurs, si tu as mis en place cette méthode, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que ça t'a apporté, est-ce que ça t'a aidé, oui ou non. Et voilà, n'oublie pas, il faut passer à l'action.